Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Aujourd'hui, je reçois l'un de mes humoristes, non même pas, l'un de mes humains, non même pas, l'un de mes gens préférés, là c'est le mot. Il s'appelle Jason, ça reste à vérifier, hein copain. Pour moi, c'est un homme complet. Complet pourquoi? Car ça fait 1 an, il a rempli une centaine de fois l'Apollo Théâtre, il a rempli l'Européen. À la fin du mois, il s'attaque à la cigale et surtout, il a un Thermomix. Et ça change beaucoup. Son spectacle s'appelle 21 secondes. Cette présentation a duré 21 secondes. Merci d'accueillir mon ref, Jason Brokers. Comment tu vas, mon Jason? Ça va très bien. La pêche? Et toi? Tout doux? Ça va, merci. On est là pour ton spectacle, je suis content de te recevoir. On ne va aussi. pas mentir aux gens, on se connaît très bien. Après, je sais pas, dans ton statut de ton cœur, mais moi, tu as une place dans mon cœur, Oui, frérot. toi aussi, t'inquiète pas. Je t'aime beaucoup. On est là pour ton spectacle, 21e seconde, et je me suis trompé dans la présentation. Ouais, t'as dit 21 secondes. 21 secondes. Ouais. Et ça, c'est pas bien. C'est très Pour grave. quelqu'un qui fait les premières parties. J'ai failli partir. C'est très... T'attaques la cigale à la fin du mois, dans quelques jours. Là. Ouais. Et je suis très content de tout ce qui t'arrive. On va parler un petit peu de ton spectacle, de tes débuts, de tout ce que tu fais à côté aussi. J'ai vu dernièrement ton spectacle, parce que tu es toujours là. Je le répète encore une fois. Le titre, c'est 21e seconde. Tu peux nous l'expliquer un petit peu? Oui, c'est tout bête. Ça part d'une blague que je faisais en disant que quand les gens se rencontrent pour la première fois, ils mettent 20 secondes à juger, entre guillemets, la personne qu'ils rencontrent. Donc c'est très souvent basé sur ce que la personne renvoie physiquement. Et mon idée, c'était de dire, venez, on commence direct à la 21e seconde, comme ça on ne se juge pas, quoi. C'est vraiment 21e seconde, ça part de là, et voilà l'histoire, la genèse du titre. Mais tu dis, dans la définition de ton spectacle, tu dis, avant de prouver que je suis quelqu'un de bien, je dois d'abord prouver que je ne suis pas quelqu'un de pas bien. Oui, en fait, c'est que je rajoutais que, dans mon cas à moi, pendant ces 20 secondes, où les gens me jugent, entre guillemets, avant de prouver ces gens-là, en ces quelques secondes, que je suis quelqu'un de bien, je dois d'abord prouver que je suis pas quelqu'un de pas bien, parce qu'il part... Enfin, pas tout le monde, mais il y a un a priori qui est directement surtout négatif. avec l'atmosphère du moment. C'est ça. Les 20 secondes, tu as appris ça dans ton école de commerce, parce que tu as fait une école de commerce, c'est ça? Ouais, c'est un truc que tu apprends à l'école de commerce. C'était les 20 premiers mots, 20 premières secondes, 20 premiers je sais plus quoi. Et ça venait de là, ouais. Tu le fais encore aujourd'hui quand tu regardes les gens, ou tu dis vas-y? Non, moi j'ai jamais fait ça, je crois. Non. Okay. Y a un mot qui revient souvent dans ton spectacle, c'est Jean. Ouais. Je l'ai employé dans la présentation. Ouais. Et il revient beaucoup. C'est lié aussi à la présentation. Tu peux nous dire pourquoi il revient? Parce que, comme je le dis et je le répète dans mon spectacle, c'est que finalement on est juste des gens, quoi. Peu importe d'où tu viens, ce que tu fais. Il revient 25 fois, le mot. J'ai compté. Ah ouais, pour de vrai? Je mens. C'est possible, hein. Non, c'est probablement le mot que je dis le plus, mais oui, c'est juste que finalement on est tous des gens, quoi. On vit, on meurt, et puis entre les deux, on essaie tous de s'en sortir, quoi. Mais peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, on reste des gens, quoi. Ouais. On va regarder rapidement en quelques chiffres. Ça fait à peu près 1 an et demi que tu joues? Un tout petit peu plus d'1 an. Ouais. On va regarder rapidement quelques chiffres. Tes statistiques, 103 fois complet à l'Apollo Théâtre. 42 passes décisives. Je te jure, c'est les mêmes stats que Ronaldo et Messi. T'as à peu près le même âge. En termes d'humour, 19 millions de vues sur les réseaux. La cigale, elle arrive. Elle est pas encore longue à rajouter, les copains. 5 fois complet à l'international, c'est ouf. Et moi, il y a une phrase qui m'évoque, c'est « Mon niveau de popularité actuel me convient très bien ». Pourquoi? Parce que, mais vraiment, là, je crois que j'ai atteint mon niveau de notoriété parfait. Parce que j'ai suffisamment de gens qui me connaissent pour que mes salles soient pleines. C'est des petites salles, mais ça me va. Ouais, même si je serais très heureux d'en faire des plus grandes. Ouais, les salles de 90, moi, 200... j'aime ça. Hein. Mais après, c'est pareil. Hein. Comme je dis toujours, je ne suis pas réfractaire à faire des salles plus grandes. Au contraire, ça me ferait plaisir. T'en as fait? Mais j'en ai fait, puis j'ai encore envie d'en faire, évidemment, parce qu'on aspire à toujours plus. Mais là, c'est très bien, quoi. Je parle en dehors des salles. Les gens m'apprécient, mais je suis tranquille dans ma vie, quoi. Parce que moi, une fois sorti de la scène, c'est terminé, quoi, tu vois. T'as joué... Enfin, actuellement, tu joues 4 fois... Non, 3 fois par semaine. T'as joué jusqu'à 4 fois par semaine. D'où te vient l'envie de jouer autant par... Mon spectacle, je le joue 3 fois par semaine, mais je joue tous les soirs. C'est vraiment très rare les soirs où je joue pas. Je fais plein de plateaux un peu partout dans Paris.
Et C'est vrai que tu fais ma première partie en ce moment. c'est vrai, en plus, je fais la première partie de John Sulo. C'est ma revanche. C'est trop marrant parce que à chaque fois avant de monter sur scène, tu me dis chauffe-les bien. Et lors de ma première, Tu m'as dit chauffe-les bien. Chauffe-les bien. Vas-y, hein. Ouais, parce que j'ai besoin. Moi, j'ai l'impression d'en avoir besoin, quoi. Je joue énormément et quand je joue pas, j'ai l'impression de louper quelque chose, en fait. Et j'ai l'impression que tu joues pas pour jouer. Toi, à chaque fois que tu joues, tu veux toujours ajouter un petit truc. Ah bah oui, sinon ça sert à rien. Si tu joues juste pour qu'on te dise t'es marrant, t'as rien compris au métier, quoi. Enfin, moi, je joue chaque fois pour essayer de m'améliorer. Améliorer dans quoi? Dans l'attitude, dans la manière de jouer, dans la manière... Tu rajoutes une blague parce que t'as pas... Comme tu dois jouer une dizaine de fois par semaine, t'as pas tout le temps une nouvelle blague à tester ou... Toujours, si, toujours. Ah si, je teste. Ah, le gars est productif. si, je refuse de monter sur scène sans avoir rien à tester parce que sinon, ça sert à rien, quoi, si tu veux, pour faire la même chose. Et puis, c'est un métier où tu peux pas mentir. Il y a que ton expérience, tes heures de scène qui vont faire que tu vas t'améliorer. Il y a que ça qui compte. Ouais. Tu dis aussi... tu veux parler de ce qui te fait rire. T'es pas là pour faire... quand t'écris une blague, tu dis « j'écris pas une blague pour les gens, j'écris déjà une blague pour moi ». Disons que je vais pas m'inventer des avis, quoi. Ouais. Je vais pas faire des trucs consensuels pour plaire aux gens, ou parler de thématiques qui vont plaire aux gens, ou surfer sur un buzz. Ou... Si ça m'intéresse pas, je le fais pas. Et ça peut être parler des chaussettes. Si en ce moment, les chaussettes me feront, je vais parler des chaussettes. Mais si c'est un truc beaucoup plus important, je vais parler du truc plus important. Mais je veux dire, je me force pas à avoir un avis ou une opinion sur un sujet. Actuellement, l'humour, c'est un peu comme ça. On prend une actualité et puis on découle des blagues. Après, si l'actu te touche, c'est cool. Après, c'est mon avis. Hein. Chacun fait comme il pense. Mais moi, en tout cas, si l'actu me touche, oui, ça me ferait plaisir et j'aurais envie d'en parler. Mais si elle ne me touche pas, je ne vais pas m'inventer un avis parce que je pars du principe que c'est un métier de sincérité. Et si tu t'inventes une opinion sur un sujet, tu n'es pas sincère, quoi. Tu fabriques. C'est vrai. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Ça tombe bien parce que ta dernière vidéo, elle parle d'actu, elle parle des Gilets jaunes, l'extrait. Ça fait je sais pas combien de millions de vues. On va se la regarder vite fait, on en parle juste après. Allons-y. Vous avez vu tous les trucs des Gilets jaunes, là? Waouh, c'est... Moi, je soutiens les Gilets jaunes à 200%. Je suis à 200% derrière les Gilets jaunes. Vraiment, moi, mon père, il a bossé à l'usine toute sa vie. Je comprends ces gens-là. Moi, les fins de mois difficiles, je connais. Le problème, c'est que je peux pas manifester parce que moi, si je manifeste, c'est pas moi qui décide pourquoi. C'est BFM TV, direct. Ouais. Moi, en fait, moi, si je manifeste, je suis pas un manifestant, moi je suis un casseur d'office. Pas parce que je casse des trucs, hein. Non, je suis un casseur physiquement. C'est ça. Je te jure, moi je me suis déjà fait contrôler parce que j'avais un casque. Alors que j'avais un scooter avec. Et ils m'ont dit non, ça peut servir à autre chose. Et j'ai dit oui, mais là j'ai un scooter. Donc c'est quoi selon vous le plus probable? Sachant que j'ai un scooter sur moi et pas de vitrine. Ça, c'est l'extrait où tu parles des Gilets jaunes, de l'actualité. On était en pleine actu et puis on mangeait ensemble en fait. À la naissance de ce sketch. Je te laisse le raconter. En fait, on mangeait tous les deux. Je vais raconter un truc. Que t'étais là, c'est tellement bizarre. Pour les gens qui ne savent pas. Pour les gens qui écoutent, j'étais avec Soulo, on mangeait. Et c'était en plein gilet jaune. Et on parlait de Zemmour qui avait sorti une dinguerie, Zemmour. Et tu te rappelles, j'avais plus envie de manger. J'étais dégoûté, ça m'avait énervé. Et j'avais dit à Soulo, je t'avais dit, je me rappelle, la vie de ma mère, je vais faire une vidéo. Et c'était un vendredi. Et la vidéo sort le samedi. Ouais, c'est ça, je crois 2 jours après. C'est ça qui m'a choqué, moi. Ouais. Et moi, je suis humoriste débutant, j'ai un peu moins d'expérience que toi. Moi, pour que je sorte une vidéo, va falloir que je bosse 1 mois. Ah non, mais j'en avais gros sur la patate. Et toi, moi, ça m'a vraiment marqué du début du jeudi. Et vendredi, elle sort. Comment t'as fait pour travailler sur cette vidéo, bosser? Dès que j'ai eu ce coup de vas-y, là, faut faire quelque chose. Déjà d'emblée sur place, en échangeant, il y a 4-5 blagues qui sont sorties. Direct. On avait bien rigolé ce soir. Là. On était énervés, mais on avait rigolé. Des rires nerveux. Et on avait rigolé parce que y a des trucs qui sont venus tout de suite. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est une vidéo de sincérité parce que c'était vraiment le cœur qui a parlé là. Et c'était limite un besoin de fallait que ça sorte. Comment tu t'arrives à transformer parce que c'est de l'énervement, c'est pas dire de la haine, mais ce sentiment en rire? Je crois que c'est ça notre travail, hein, c'est partir d'un sentiment, d'une émotion et en faire
quelque chose de marrant, quoi, tu vois. C'est quand ça redescend, quand le somme redescend, entre guillemets, que les Non, blagues faut arrivent s'en servir. Ouais. Non, faut que ça reste. Faut que ça reste. Faut vraiment que ça monte ensemble. Ouais. Et mais je crois que c'est des attitudes aussi. Bah, je te connais, t'es pareil aussi. Tu sais, on est des gens plutôt positifs et on sert de tout ce qui est négatif et pour le rendre un peu plus joli, quoi. Très Et ouais, je crois que c'est notre travail un peu. Hein. Ouais, c'est beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup de travail. Moi, Ouais. ça m'a vraiment étonné le temps que tu as mis. Après, c'est vrai que tu travailles avec beaucoup. Vous envoyez beaucoup beaucoup, d'humoristes. Tu envoies d'abord une base et ensuite tu attends les retours. Moi, c'est ça. Je Tu travaille muscles un toujours. petit peu Je travaille toujours une base seule. Ouais. Et ensuite, j'ai 2-3 potes avec qui je travaille, avec qui on se fait des ping-pong toute la journée. Ouais. On va revenir un petit peu sur cette manière de travailler. Je vais rester vite fait sur l'aspect promo parce que cette vidéo, ces shots de vidéo que tu envoies de temps en temps te permettent de remplir ta salle. Parce que tu as des grands succès sur les réseaux, ça dépasse les millions de vues, etc. Tu as une manière très précise de faire ta promo. Tu fais pas de télé. Non, très peu, ouais. Très peu, à part moi. Avec toi. Mais là, je fais pas de la télé, je fais de l'amitié. Je rends service là, je à suis un à la copain. maison, Il y a une manière de faire de la promo qui m'a marqué. Moi, c'est ton dernier tweet que tu as balancé. Il faut 10 à 15 ans pour faire un bon stand-up. En attendant, je fais ce que je peux. Et tu as mis le lien de ton spectacle. Ouais. Tu vois, c'est une drôle de manière de vendre son spectacle. Bah, c'est ma manière de voir le stand-up, hein, parce que ça fait 6 ans que je fais ça et finalement, en vie stand-up, c'est très très peu. Je suis un bébé stand-upper. Et vraiment, je le pense que pour faire du vrai bon stand-up, il faut 15 ans dans les pattes et je les ai pas encore. Est-ce que tu penses que la France est trop pressée pour voir des humoristes ? Il les laisse pas un peu mûrir Mais je pour crois le public ? faut pas voir comme ça. Fais ce que tu as à faire et puis arrivera ce qui arrivera, tu vois. Mais j'ai pas envie de voir en fonction du public. Le public, pour l'instant, il est là, donc tant mieux. Et dans 10 ans, j'espère qu'il sera encore là. Et dans 15 ans, j'espère qu'il sera encore là. Mais là, ce que je fais, ça suffit, entre guillemets, pour que ça soit un spectacle suffisamment qualitatif pour les gens. Donc les gens, ils sont contents. Moi, je suis content, même si je sais que c'est pas... Ça veut dire ce que tu prépares maintenant, ça va être bien dans 10 ans ? Non, L'entraînement ? moi, je serai mieux dans 10 ans. Okay. Ce que je prépare aujourd'hui, c'est... En fait, il faut essayer d'être... Putain, je vais faire le philosophe de la blague, mais allons-y. Il faut essayer d'être à chaque moment au maximum de ce que tu peux être. Et je sais qu'aujourd'hui, je pense être au maximum de ce que je peux être, mais ce maximum, il tend à évoluer. Et dans 15 ans, ce maximum, il aura progressé et je serai meilleur, quoi. Enfin, j'ose espérer, en tout cas. Sinon, ça sert à rien, quoi. Bien sûr. On va revenir rapidement sur le contenu de ton spectacle. Ouais. Il y a des sujets qui m'ont interpellé. Comment tu es venu au stand-up ? Tu parles d'un truc tragique, l'accident de ta sœur. Si je peux me permettre d'en parler, bien sûr. Non, c'est pas tragique. Elle va bien. Ce qui t'a permis d'avoir de l'argent pour aller en école de commerce. Ouais. Et moi, ce que j'aime avec toi, c'est que tu arrives à prendre un sujet comme là difficile, de le transformer. Et quand on parle sur scène, tu vois, tu casses directement le côté douloureux de l'histoire. Tu vois, et t'en fais même des blagues pour un moment donné, de ouh là, attention. Non, mais cette histoire, finalement, c'est une belle histoire parce que ma sœur, elle va très bien aujourd'hui. Ça a été très dur à un moment parce que c'était quand même, elle a frôlé la mort vraiment très très près. Et puis aujourd'hui, elle va bien, donc c'est très facile d'en rire. Je crois que si elle était, bien sûr. si malheureusement elle s'en serait pas sortie, ça aurait été un peu plus compliqué, même si je pense que je l'aurais fait. J'aurais quand même fait des blagues sur ça parce que je crois que ça m'aurait permis d'évacuer un truc, mais tu penses que moi, c'est ce que je ressens. Parler d'un truc douloureux en tant qu'humoriste, ça me permet d'évacuer. C'est aussi le cas pour toi ? Ouais, bien sûr. Je crois que c'est le cas pour tout le monde. Même en dehors des blagues, parler d'un truc douloureux, ça fait toujours du bien. De toute façon, quand ça sort de la bouche, t'évacues, quoi. Ça sort, quoi. Et de notre manière, c'est différent. Ouais, c'est ça, parce que notre manière à nous de communiquer, c'est le rire. Ouais. Donc il y a des gens, leur manière, c'est juste de parler. Et après, chacun se dégage comme il peut de ses trucs. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour toi durant les dernières années. Il y a eu le Netflix, qui était quand même un step quand même, majeur dans ta carrière, si je peux dire carrière. Merci. Je m'arrose des petits pics. Si je peux dire carrière, ok, sympa. Non, mais en toute humilité, parce que des fois, j'aime pas trop monter le truc, alors que tu me dis, oh non, calme-toi, je suis encore au début, tu vois ce que je veux dire. Gonfle-moi, frère. Allons-y. Alors, t'as voyagé en première classe. C'est vrai. Ouais, le bonheur. Raconte-nous un petit peu cette aventure Netflix. Netflix, ça arrivait l'été dernier. Ça arrivait vraiment... En fait,
l'histoire, c'est Adib Al-Khalidé, un de mes humoristes préférés, québécois, qui m'appelle. Il me dit, parce qu'il sait que je vais arriver quelques semaines plus tard au Québec, et il me dit, putain, j'ai été appelé par Netflix pour faire un programme où je dois donner une demi-heure à Netflix. Et il me dit, j'ai besoin de ton aide parce que je sais que tu vas être là, donc ça serait cool que tu me files un petit coup de main sur ça. Puis moi, je suis super content pour lui. Adib, c'est mon frère, Adib. Donc je suis super content pour lui. Ah, trop bien, machin et tout. Et 2 jours après, je reçois le même coup de fil. Et donc je l'appelle, je fais, frère, bon, bah, va falloir que tu m'aides aussi. Hein. Et ça s'est fait très rapidement. C'est un peu mon seul, je dirais pas regret, mais j'aurais aimé avoir plus de temps pour préparer ce Netflix parce que ça reste quand même. C'est ce que tu dis. Tu dis que tu aurais aimé avoir avoir eu plus de temps pour préparer, mais tu dis aussi que tu t'es découvert des pouvoirs. Bah ouais. En peu de temps, tu as réussi à écrire tout ça. Et ça, tu le savais pas avant de. Ah oui, bah c'est ça. Bah, tu repousses tes limites dans l'urgence, hein, parce que de toute façon, tu vas le faire. As-tu gardé le rythme aujourd'hui, dans le rythme de travail que tu avais ou c'est quand même une intensité particulière. Sans ces deadlines. C'est l'intensité particulière, mais ça te montre que tu en es capable. Donc après, mais je crois pas qu'il faut forcer, de toute façon. Ton rythme, c'est le tien. Et faut pas forcer, quoi. Si ton rythme, c'est d'aller vite, tu vas vite. Si ton rythme, c'est d'aller doucement, tu vas doucement. Mais en tout cas, ça te montre que tu es capable d'aller plus vite. Tu peux nous raconter une journée ordinaire avant le Netflix, quand vous étiez... Parce que vous avez tourné ça, on précise pour les gens qui ne savent pas, vous avez tourné ça au Canada, au Québec. Ouais. Et tu étais entouré de copains humoristes qui faisaient la même chose. Ouais. Je crois que dans votre groupe, où il y avait Shirley, Tania, Donnell, mais dans ton groupe de travail, il y avait d'autres personnes qui étaient... Ahmed, il était très présent. Ahmed très présent. Il y avait Farid au loin. Qui était il était là quand même. Il était là. Il est arrivé quelques jours avant. Et Adib. Adib, ouais. Raconte-nous une journée type, un peu, comment ça se passait là. C'était... Oh là là, putain, c'était tellement... Tout était intense. On se levait le matin, on allait bruncher, petit-déj, et direct, ça parlait des blagues, mais direct. Ensuite, on allait se poser dans un café ou dans un parc, ou peu importe, avec Tania, Adib, Ahmed, Farid, on se posait, puis ça écrivait, quoi. Ça écrivait. On se donnait des conseils. On faisait ça 2-3 heures. Ensuite... Mais c'est quoi moi, quand je dis ça écrivait, c'est comme vous étiez dans un taxiphone, tout le monde sur son ordi. Non, c'était vraiment de la discussion. Il y avait les ordis, il y avait les blocs-notes, mais c'était de la conversation, quoi. Le stand-up, c'est ça, hein, c'est de la conversation. Donc c'était plus... on échangeait, quoi. Et puis on parlait des passages de la veille, on parlait des passages à préparer pour le soir, parce que tous les soirs, on jouait. Tous les soirs, vous jouez, vous testez. Donc c'est écriture intensif, le soir, ça teste. Tout le temps. Tous les soirs, on testait des... Bah, tu sais, même si t'as une blague qui est faite, peut-être si je la dis comme ça, peut-être si je rajoute, tu connais, frère. Peut-être si je rajoute ce mot, peut-être si je rajoute cette intensité, peut-être. Donc c'était vraiment après, puis à la fin, plus t'avances et plus ça joue sur du détail. Et au final, bah, tu fais, quoi. Et puis t'as pas le choix. Hein. J'en ai parlé la semaine dernière à Tania. Elle me disait qu'elle était très stressée, elle. Ah ouais, Tania. Et toi, elle m'a dit, je comprends pas, Jason était calme, non stressé. Il était là, il gérait sa famille, lui. Et moi, je pensais qu'à ça. Bah... D'où tu tiens un petit peu ce non-stress que... Je crois que j'ai toujours eu ça parce que je dirais pas que je m'en fous de tout, je dis juste que je donne pas de l'importance aux choses qui... Enfin, outre mesure, quoi. On va le faire, le Netflix. Donc que je stresse ou pas, on va le faire. Mais la plupart des humoristes français stressent parce qu'ils jouent devant un public québécois. Un public qui n'est pas vraiment... Et toi, l'avantage que tu as, c'est que tu arrives à jouer un peu partout. Ouais, le Québec, c'est après la France, c'est l'endroit où j'ai le plus joué, j'y vais 2-3 fois par an. Donc t'as pas eu besoin d'adaptation. Non. Souvent ça change 2-3 mots. Ouais, non, là-bas, je suis chez moi là-bas. Ok. Ouais, j'y vais tellement souvent que j'ai plus ce truc de comment ça va se passer. Je l'ai eu il y a quelques années, mais maintenant je suis à la maison comme je suis à Paris là-bas. D'accord. On va revenir sur. Je vais te laisser retourner le portrait juste là. Celui-là ? Ouais, si je dis pas de bêtises. Adib. Ben oui, Adib. On le voit là avec sa belle coupe de cheveux. Tu dis que c'était ton humoriste préféré. Et surtout, un truc rare que tu ne sors pas souvent, tu le définis comme un génie. Je crois que c'est la seule personne pour laquelle je peux dire ça dans l'humour. Pourquoi ? Parce qu'il est génial. Il est... je te jure, je sais même pas comment dire... il a des pouvoirs. Et le pire, c'est que je l'ai vu travailler, et je l'ai vu construire un passage, c'est-à-dire il partait d'une idée toute simple, et je l'ai vu bosser, et 3 semaines après, c'est 10 minutes où tu fais waouh. Et en fait, sa force, je crois, c'est de croire. Parce que quand il a une idée, moi, il me l'a dit plein de fois, moi. Il m'a dit, si t'as une bonne idée, c'est qu'elle est bonne.
Si t'as une idée, c'est qu'elle est bonne, donc vas-y. Vas-y. Et lui, il croit en ses idées, il s'y attache, et il y va. Et au début, tu te dis, mais non, mais personne va comprendre ce que tu racontes. Et c'est ça qu'il m'a expliqué une fois. Il m'avait dit, regarde, là, il y a ce que je veux dire, là, il y a ce que les gens comprennent. Au début, on est aux opposés, et après, on se rapproche. Je fais l'effort, jusqu'à ce que les gens comprennent ce que je veux raconter, puis ils sont avec moi dans mon idée, et puis c'est leur idée. Et ouais, il a vraiment son truc à lui, et il en dévie pas, quoi. C'est fort, parce que tu sais, nous, des fois, Mais il a la force de, comme tu dis, de bider beaucoup. Ah oui, il bide énormément, mais ça fait partie du processus. Bider, on l'explique pour ceux qui ne savent pas, bider, c'est monter sur scène, raconter une histoire et personne ne rit. Ouais, ça c'est dur. Et ça, c'est très dur. Moi, quand tu vis déjà un bide, tu te remets en question sur ta vie. Mais ouais, mais c'est bon, nécessaire. Ouais. Et lui, il bide beaucoup jusqu'à trouver le rire, trouver le rythme. C'est ça, il va le chercher, quoi. Il va le chercher et il s'attache, quoi. Il lâche pas, parce que nous, on va tester une blague 2-3 fois, on va dire, allez, c'est bon, c'est pourri, ça marche pas. Et lui, non, il va y aller. Et c'est aussi un truc, une de ses forces, c'est aussi, quand tu es dans la salle, il crée quelque chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive à vraiment créer une ambiance dans la salle c'est lui qui décide. Et t'es dans son truc obligatoire. J'ai jamais vu personne être dans une salle et ne pas aimer. C'est ouf, parce qu'en fait, là, ce que tu es en train de me dire, j'ai interrogé Adib il y a quelques jours, et il m'a dit à peu près la même chose pour toi. Je te laisse écouter un extrait maintenant. Si j'avais à décrire Jason en un mot, ce serait le mot clone. Parce que si j'avais un être humain à cloner, si demain il fallait repeupler la Terre avec une personne, il fallait choisir une personne, je choisirais Jason Brokers, parce que c'est la plus belle personne que je connaisse. C'est mon être humain préféré sur cette terre. Et comme il n'y a pas de mots pour être humain préféré sur la terre, je vais accessoirement utiliser le mot clone pour le décrire jusqu'à ce que l'Office de la langue française nous permette nous donne la chance de créer un mot. D'ailleurs, le mot, ça serait Jason. Mais bon, pour l'instant, ça va être clone. Je tiens à préciser, ça me touche beaucoup ce qu'il dit, mais il a dit être humain préféré, parce que l'être qu'il préfère, c'est son chien. Petit Adib. Adib, est-ce qu'il t'a poussé à avoir cette exigence du rire? Ah ouais, Adib, c'est un exemple. Hein. J'ai quelques exemples, et il en fait partie, quoi. Ouais. Malgré tous les aspects de notre métier, promo, image, etc., la seule chose sur laquelle tu te concentres, toi, c'est toi. Ouais. Parce que tu dis, si j'arrive à me concentrer sur moi, sur mon rire, sur mes blagues, tout le reste va suivre. Oui, puis c'est aussi une espèce de zone de confort, parce que moi, c'est la seule chose que je maîtrise. Parce que la com, c'est pas moi qui maîtrise, pour la promo, c'est pas, tu dis ce que tu dis, et après, ça t'appartient plus, quoi. Et les seules choses que je peux maîtriser, c'est mes blagues, mon travail, parce que c'est moi qui les fais. Mais le reste, c'est aussi je pense que ça fait partie aussi de mon caractère, de vouloir maîtriser les choses. Et c'est pour ça que les choses que je peux pas maîtriser, je m'en détache. Parce que je veux pas être frustré de pas avoir le contrôle, tu vois. Donc, putain, on dirait une phrase de pervers narcissique, mon Dieu. On va enregistrer ça, t'inquiète pas. Tu détestes stagner. Ouais, quelle horreur. Ça t'est arrivé à un moment où... Pour l'instant, dans ce métier, en tout cas, j'ai eu la chance de... Je crois que j'ai pas beaucoup stagné. Ça avance et ça continue d'avancer. Mais je veux pas, quoi. Enfin, stagner, pour moi, c'est régresser. J'ai toujours besoin de plus, parce que sinon, en stagnant, tu régresses. Hein. Ouais. Donc... Et ça, c'est ce qui te donne la force de jouer un peu partout, de tester un peu partout. Ouais. Adib, il dit sur toi, on le diffuse pas parce que niveau timing, c'est short, mais dit ce qui fait la différence sur... je vais le lire, avec la voix. Vas-y. Ce qui fait la différence. J'ai essayé. Ce qui fait sa différence, c'est sa capacité à faire rire des gens partout sur Terre. À Paris ou en province, au Québec ou au Sénégal. Il a le même ratio de rire partout, ce dont rêvent beaucoup d'humoristes. Il sait connecter avec tout le monde. Et moi, c'est ouf quand j'entends Adib, parce qu'Adib est venu en France. Ouais, donc tu connais. Je vois un petit peu comment il joue, comment on essaie de comprendre les mots. Et lui, il dit que c'est ta qualité première, ça. C'est parce qu'on a joué dans plusieurs pays, lui et moi, ensemble, au Québec, en France et en Afrique. Et effectivement, quand on était en Afrique... je suis le seul d'ailleurs du groupe qui a vraiment quasiment rien changé. Ouais. Je faisais ce que je fais en France et ce que je fais au Québec.
Et effectivement, là-bas, j'ai connecté, mais pareil, quand j'étais en Haïti, tu sais, j'ai connecté vraiment fort avec les gens. Et je crois que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que peu importe où tu es dans le monde, tu es un Jean, quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est marrant. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce que je raconte dans mes spectacles, c'est de l'humour d'humain, quoi. C'est pas de l'humour de français ou de quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien un peu partout dans le monde, ouais. Très bien. Ouais. On va s'écouter rapidement le clip This is America. Ouais. C'est l'un des morceaux qui est à la fin de ton spectacle. On se l'écoute et puis ensuite je te Allons-y. demande pourquoi Go. tu as choisi ça. C'est parti pour This is America. This is America. Don't got you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. Ce morceau, je ne l'ai pas entendu qu'à ton spectacle. D'abord, je vais te demander pourquoi tu as choisi ce morceau. Pour plein de raisons, déjà parce qu'il est agréable à écouter, et aussi pour tout ce qu'il a de sens. Tu sais, il y a de la beauté, il y a de la violence, tu sais, c'est un peu représentatif de la vie finalement. Donc c'est un choix qui s'est fait assez naturellement. Okay. Et, ouais. Je te disais que je l'avais aussi entendu au spectacle de Farid. Bah oui. Hein. Et c'est marrant parce que quand on s'en est rendu compte, on a fait la boucle est bouclée, voilà. Parce qu'on s'en est pas rendu compte au début. Après, on a la même musique. Et après, on a dit, mais c'est parfait, quoi. C'est parfait, quoi. Ça lie les deux. Et ça lie les deux, donc c'est le moment de parler du copain. Je te laisse retourner le tableau du copain, Farid. Regarde comme il est beau. T'as vu, tu likes. C'est Bah un oui, portrait. je like. Farid. Je vais le garder à côté de moi. Farid fait partie de Jason Brokers. Jason Brokers fait partie de Farid. Tu confirmes? Ouais, Farid, c'est moi. Moi, je suis Farid, ouais. Ouais. Pourtant, quand vous regarde, vous deux, tu mets deux portraits, tu dis waouh, ces gens ont aucun lien. Ah, mais on a que ça des liens. Ouais, Farid, c'est. Très honnêtement, je crois que s'il n'y avait pas eu Farid dans ma vie, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté ce métier et je ferais autre chose. C'est sûr et certain. C'est lui. On a demandé à Farid de nous raconter un petit peu votre rencontre. Je te laisse regarder ça. Ouais, vas-y. T'as vu mes lancements de merde? Je crois qu'il aurait une version différente de la mienne. Mais parce qu'on était en séance de travail, moi la première fois que j'ai vu c'était ça. On échangeait beaucoup, on rigolait ensemble et tout. Et on était, tu sais, des fois on s'assoit à plusieurs humoristes et on teste nos vannes sur les autres. Et on était 4-5, il y avait Hakim Omiri d'ailleurs à l'époque. C'était celui qui répondait le plus, Jason. Et il répondait du tac au tac, il avait des bonnes idées. Et je me suis dit, putain, faut qu'on se revoie avec ce mec-là. Il arrive à me pousser les idées un peu plus loin. Et ensuite, on s'est revus. À l'époque, il vendait des compléments alimentaires. Il était loin de travailler là-dedans. Et on a commencé à bosser professionnellement. Nos premières séances de travail professionnel, vraiment, c'était ensemble. Tu confirmes? Bah oui. Ouais, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Pourtant, il ouais. dit que t'as sûrement une autre version. Non, c'est la même. C'était ça. On était au Paname avec Hakim Omiri, Farid, et on discutait. Et quelques jours plus tard, il m'envoie un message. Ah, j'aime bien tes manières de penser. On se connaissait vraiment pas tant que ça avec Et Farid. tu venais de commencer le stand-up, c'est ça? Je venais de commencer, ouais. Ça faisait combien de temps? Stand-up, ça faisait quelques mois à peine. Et puis il m'envoie un message et il me dit ouais, ce serait bien qu'on échange. Je dis ouais, ok. Moi, je l'aimais bien. Déjà pour la petite histoire, la fois où j'ai eu envie de faire ce métier, c'est que j'avais été au Paname voir un spectacle et j'avais dit mais c'est trop bien ça. Et c'est lui qui était sur scène et c'est lui, j'avais dit mais il est fort lui. Et quelques mois plus tard, c'est lui qui me dit ah, ça serait bien qu'on discute. Je dis mais oui, discutons. Et puis ça a démarré comme ça et aujourd'hui ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble et c'est parfait. Et vous échangez beaucoup? Ouais. Qu'est-ce que Farid a changé dans ton stand-up? Ah, énormément de choses, énormément. Je te dis, sans lui déjà, je ferais pas ça, j'aurais arrêté. C'est lui qui m'a poussé à continuer, à pas lâcher. Et c'est un exemple, Farid, c'est un exemple. Tu prends par exemple son spectacle à Hexagone. J'ai vu tous les passages indépendamment les uns des autres, je les ai tous vus par petits bouts. Et je trouvais ça très drôle et c'était très bien. Et la première fois que j'ai vu la version complète du spectacle que j'avais jamais vue, c'est lui qui a tout fait de son côté. Et quand je l'ai vu la première fois, je fais waouh, il a réussi. Il arrive à prendre plein de petits bouts et en faire un lien. Tu sais, c'est vraiment il prend tout et il en fait un bloc. Ouais, c'est waouh. Et ça m'a vraiment, j'ai pris une claque. Alors que je connaissais tout le spectacle, mais pas ensemble. Ouais. Et quand je l'ai vu, j'ai dit ah non mais vraiment, il est trop fort. Il a cette force de raconter quelque chose et que
c'est tellement agréable à regarder un spectacle de Farid, je te jure. J'étais encore, il y a 3 jours, j'étais à son spectacle. Et je dis, c'est trop agréable à regarder. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je le connais par cœur. Mais juste l'entendre parler, c'est mélodieux, quoi, tu vois. En termes de travail, tu dis que t'es comme... Lui, il travaille beaucoup de son côté, et toi, t'es le sel à la fin. Ah, c'est ça. Moi, c'est que ça. Comment tu définis ça un petit peu comme le sel à la fin? Qu'est-ce que t'apportes? Bah, les petites épices, quoi. Thermomix. Thermomix, la cuisine, mon gars. Ouais, Farid travaille énormément de son côté, et moi, souvent, c'est comme ça. Souvent, il bosse de son côté, et j'aime bien ne pas avoir vu ce qu'il a écrit et le voir sur scène. D'accord. Et je regarde, et je rigole, et là, ça vient. Là, ça vient tout seul. Là, tu peux rajouter ça, là, tu peux changer ça. Mais oui, c'est juste du détail hein, que j'apporte. C'est juste ça. Surtout Panayiotis te définit comme un puncher, en fait. C'est que tu arrives, tu dis, là, c'est trop long, rajoute une blague. Essaie de rajouter ça et tu proposes. Mais je crois que c'est un peu dans mon esprit logique de mec qui fait des puzzles. Mais je vois des choses, mais genre, je sais que, putain, là, il faut une blague, là. Je sens que dans le rythme, il faut une blague. Et j'ai la chance d'être un gars plutôt marrant, donc la blague, elle vient, quoi. Et parce que je la sens arriver. Tu sens, ça veut dire que tu as la musicalité un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sens que là, il faut une blague, et je sens quel genre de blague il faut, et bim, ça vient, et ça part, quoi. Très bien. Ouais. On revient rapidement sur ce qu'a dit Farid. Tu vendais des compléments alimentaires, ça me fume. et sache que nos premières séances de travail avec Farid, parfois j'étais obligé de les couper parce que oui, monsieur machin, oui, je vous fais livrer ça, parfait, d'accord. Les abdos bientôt. Ouais. Je te jure. Raconte-nous un petit peu cette life-là, parce qu'il paraît que c'était pas ce que tu voulais faire, t'étais un peu bloqué, même si tu gagnais bien ta life. Bah pour le coup, ce job-là, il était plutôt agréable. C'est d'autres jobs que j'ai fait avant qui me plaisaient moins, mais celui-là, c'était plutôt cool. Mais c'était pas ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je savais que c'était pas ça. Et j'ai vraiment procédé par élimination, moi. J'ai dû démissionner 50 fois dans ma vie. Ouais, il paraît que t'as passé ton temps à démissionner des CDI. Ouais, mais ma mère, je l'ai traumatisée. Tu sais qu'encore aujourd'hui, ça fait 6 ans que je fais ça. J'ai jamais rien fait plus de... Je crois mon record, c'est 8 mois dans un job. Et encore aujourd'hui, ma mère, peut-être, allez, une fois toutes les 2 semaines, elle me dit « T'en as toujours pas marre de ce que tu fais, hein ?» Je fais « Non, là, je crois qu'on a le bon truc, là, c'est bon. » Et ouais. Et c'était quoi le déclic qui t'a fait passer de « je lâche mon taf » au stand-up? Farid, hein. Le déclic, c'est Farid. C'est lui qui m'a proposé de bosser avec lui. Et parce que tu sais, quand tu fais du stand-up au début, c'est pas professionnel, quoi. Et quand lui m'a proposé de le rejoindre pour travailler avec lui, bah, j'avais l'impression que c'était quelque chose de sérieux, tu vois. Et tu dis, il y a peut-être possibilité d'en faire un travail. Donc go, on tente, on y va. Hein. T'as toujours le petit souci, hein. T'avais un petit peu les petits soucis financiers, parce que c'est vrai que on enchaîne toujours un petit taf à côté. Et toi, comment t'as géré ça? Bah, au début, j'ai eu le Pôle emploi pendant 1 an. Donc ça allait, comme j'avais un salaire qui était très convenable avant ça, j'avais un Pôle emploi qui m'allait très bien. Et moi, mon truc, je l'avais dit à Farid d'ailleurs, j'avais dit, écoute, si quand mes droits se terminent, j'arrive pas à gagner avec le stand-up, j'arrête. Je vais avoir 30 piges. Si j'avais 20 ans, j'aurais essayé de traîner dans les caves pendant quelques années, mais là, il faut que je fasse ma vie, quoi. Tu peux pas faire ça à 30 ans, quoi. Enfin, et donc, peut-être 2-3 semaines avant que les droits s'arrêtent, rien. Et là, je reçois d'un coup, je crois que c'était... on peut dire des chiffres ou... Allons-y. Je reçois quelques milliers d'euros, mais c'était des milliers d'euros de plusieurs mois de travail et qui tombent d'un coup, tu sais, des fois ça tombe. Oui. Et je dis, bah voilà, là j'ai assez pour tenir 4-5 mois, on pousse 4-5 mois. On enchaîne. Et puis entre ces 4-5 mois, je retouche de l'argent et après c'est parti comme ça et depuis... Depuis ça roule. Et depuis on a fait du bif, mon gars. Merde, j'avais retenu un truc. Ouais, tu disais que t'arrivais à tes 30 ans. Ouais, mais t'aurais pu commencer le stand-up beaucoup plus tôt. T'aurais pu commencer à 25 ans, à cause d'un certain humoriste. Non. Je veux pas dire que c'est à cause de lui, parce qu'on en a parlé et ça lui a fait mal au cœur que je dise ça. Le pauvre. Non, l'histoire c'est Seb Bélia, je vais au Bordel Club il y a quelques années. Et pareil, et tu sais, je vois et je dis putain, c'est chaud. On l'a reçu, Seb Bélia, c'est le premier épisode de la saison et je l'ai grave kiffé. Il me fait rire, je le kiffe. Oui, il est magnifique. Il est archi marrant, Seb Bélia. Et donc je le vois, il est au Bordel Club et je lui envoie un message. Je fais putain, c'était cool ce soir, blablabla. Comment on fait pour faire ce métier? Il me dit t'as quel âge? Je dis 25 ans. Il me dit ouais, laisse tomber. Laisse tomber, c'est trop tard. Et dans le truc, je dis ouais, vas-y. Et après, le pauvre, parce que moi j'avais raconté que ce début d'histoire dont je me souvenais, et je me souvenais pas de la suite. Et il m'a montré les imprimes écrans parce qu'il était vraiment touché. Il me dit mais regarde, après je t'ai dit.
si tu veux le faire, fais-le quand même et tout. Après, il m'a quand même dit effectivement. Mais, C'est vrai, c'est Bélia, Mesken. ah Tu sais, ouais, il a un c'est côté Bélia. dark et son côté clair, il se réveille. Mais pourquoi j'ai dit ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est un gars bien, il est gentil. Magnifique. Revenons rapidement sur Farid. Si tu dois le définir en un mot, Farid, ça serait lequel? Talent. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il est. Il est vraiment talentueux, quoi. Et tu sens qu'il est porté par ça. C'est vraiment le talent, quoi. Il est fort. Vraiment, il est. Ah, il est. Mais c'est vraiment. Moi, je m'estime très chanceux de bosser auprès de gens que je respecte et pour qui j'ai de l'admiration, quoi. Farid, quand je le vois sur scène, moi, je suis un spectateur avant tout de stand-up. Hein. Je suis un consommateur. Hein. Et quand je le vois, c'est. Alors, j'ai la chance de participer à ça, mais je prends ça vraiment comme une chance plus que comme autre chose, quoi. On lui a posé aussi la question. On va regarder vite fait. Altruiste. Tu connais le mot? C'est vraiment lui. Tu vois la petite phrase de fin. Parce que quand elle a sorti ça, j'étais étonné. Tu vois, j'ai fait une tête, j'étais derrière mon téléphone. Je dis, what the fuck? Et ouais. Bah, Pour toi, ça te définit? À famille nombreuse, hein. Vous n'avez pas le choix d'être altruiste. Hein. Ouais, je crois que ça fait partie de mon éducation, quoi. Nous, c'était... tu sais, moi, je crois à l'éducation par l'exemple. Et je connais personne de plus altruiste que mes parents, quoi. Ma mère, c'est... Je peux pleurer à tout moment. Oui, je vois que j'ai vu que là, tu démarrais comme une bécane. Frère. Ma mère, Non, parce que je crois ma mère. que le truc qui m'a le plus... tu sais, il y a des trucs qui te touchent au cœur. Le truc qui m'a le plus touché au cœur dans ma vie, mais vraiment, tu sais, des mots qui... C'est ma mère, elle m'a dit une fois... elle m'a dit, tu sais que... parce que quand on était petit, tu sais, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et elle m'a dit, pendant 15 ans, je me suis rien acheté. 15 ans. Rien. Les mêmes vêtements, les mêmes trucs, rien. Pendant 15 ans, c'était ses enfants. Et je dis, waouh. C'est 15 ans, frère. Donc, ouais. Donc, je crois à l'éducation par l'exemple, et je crois que j'ai le meilleur exemple au monde, mes parents, quoi. C'est des gens qui ont tout donné pour les autres. Donc, tu prends exemple, Tu quoi. sais que ce que tu dis, ça me comme tu dis, Ah ouais, frère, ça percute de ouf. Ah, frère, laisse tomber. C'est la même chose. C'est Je la connais maman, la quoi. famille. C'est la Là, maman, c'est les familles nombreuses. On voit Ouais. les sacrifices de la maman. Moi, même mon père, des fois, quand je parle avec lui, il me raconte son parcours du fait qu'il a fait Sénégal, Paris, au Sénégal, même Le Havre, à Yep, pour nous offrir cette chance. Et s'acheter aussi une Renault 19. C'est ouf. En fait, honnêtement, peut-être que c'est aussi ton cas, c'est mon moteur. Bah oui. Évidemment. C'est mon moteur. Nos parents, voir ma mère, tout ce qu'elle a pu faire pour nous, se débrouiller, se sacrifier. Et on peut en parler 1000 ans. Mais là, je pense il n'y a qu'on pas va, plus que ça, quoi. on va chialer pour la France et j'ai pas envie. Non, c'est bon, vas-y, restons. Ça va aller. Reparlons d'un truc marrant. Vous pouvez filmer Alors, ta tout. sœur. Alors, on va parler de quelqu'un de marrant, mon Jason. Ouais. On va parler de Paul de Chavannes. Restons un petit peu dans l'écriture. Je l'ai appelé il y a peu de temps, pour ceux qui ne savent pas, Paul de Ouais, Chavannes. je sais, il m'a envoyé un c'est un message très drôle. humoriste. Tu vois, ce salaud de Paul. Il m'a dit, je vais te dire avant le truc, il m'a dit, ouais, il est archi sérieux sous l'eau. Hein. Il m'a dit, c'était sérieux, quoi, l'interview. Après, j'ai dit, bah écoute, ouais. Hein. Bah ouais, Fait son à un travail, moment quoi. donné, je fais mon boulot. Ouais, mais c'était marrant. Je l'appelle. Parce que je sais que vous travaillez en ce moment, qu'il va faire tes premières parties durant la tournée. Et toi, tu cherches un petit peu à réécrire rapidement. Et pour cela, tu fais appel à des copains où tu t'entends déjà très bien. Voilà, tu ne cherches pas quelqu'un qui est fort sur scène et tu dis aide-moi. Non, tu vas juste chercher le côté amical. Paul de Chavannes. Tu as choisi Paul de Chavannes, c'est quelqu'un de très talentueux que j'aime beaucoup. Et je lui ai demandé, Paul de Chavannes, comment se passe une séance de travail avec Jason. Il m'a répondu tout simplement, je peux lire les textos, parce que c'est trop marrant, il est trop marrant, je l'ai encore là. Il me dit quoi? En soi, je l'aide Jason, mais il n'a pas vraiment besoin. Juste un spectacle, c'est beaucoup de travail, et donc tu peux vite te faire dépasser si tu veux faire un truc vraiment bien. Il m'a dit en gros, il n'a pas vraiment besoin de Watt. Après, à la fin, il part un peu en sucette. Il m'a dit, après l'important, c'est de se régaler. L'oublie jamais. Il m'a dit, notre maître mot avec Jason, c'est la régalade. La régalade, bah oui. Après, il dit quoi? Non, j'ai menti. Tout ce qu'il dit, Jason, c'est moi qui l'écris. C'est ma marionnette. Je suis payé 100 € par mot. Tu te rends compte, même le son bonsoir. Jason, tu sais, il n'est même pas vraiment lettré. Il n'a jamais appris à lire, à écrire.
son point fort, c'est son physique. Le reste, je m'en occupe. Et je le vois tellement avec son petit corps malicieux en train d'écrire ses messages. Et je lui ai répondu, c'est sûr que je raconte ça à la télé. Et c'est vraiment Paul de Chavannes, ça le définit vraiment. Ouais. Mais moi j'ai longtemps, pendant très longtemps, j'ai cherché quelqu'un avec qui je m'entends bien et pour m'appuyer, tu vois, parce que tu sais, t'as besoin, hein, tout seul tu fais rien. Et je suis très heureux, ça fait quelques mois qu'on bosse ensemble. Et c'est chambé, franchement, il est marrant, il est réactif, il comprend vite. Quel bonheur, les gens qui comprennent vite. Tu sais, t'as pas besoin de lui expliquer 10 fois ce que tu penses. Je dis, putain, je pense à ça, et bim, direct, il a compris ton idée. Et ça va vite, quoi, ça va très très vite avec Paul. Donc c'est très agréable de bosser avec lui, ouais. Mais c'est Après, humainement... C'est Reste Paul de Chavannes. Parce que moi je l'appelle BFM. Je le dis, premier sur les infos du stand-up. Mon gars, il sait tout, quoi. Il sait tout. Tiens, on va parler un petit peu de ton parcours, Jason. On va revenir sur tes débuts, sur comment tu as commencé. J'ai fouillé un petit peu, on voit quelques photos qu'on peut voir là. Ça peut t'inspirer quelque chose. Tu as fait quelques concours de stand-up avec humour avec Brahim. Là, on sent la casquette qui cache quelque chose. Oh mon Dieu. Je ne vais pas dire c'est un peu dossier, mais raconte-nous un petit peu de ces périodes de début de stand-up. Tu faisais un petit peu des trucs à gauche, à droite Si, ça a commencé au Paname. Moi, j'ai commencé au Labo au Paname comme 90% des humoristes parisiens. Et puis tu sais, au début, tu sais pas est-ce que ça va marcher, tu sais pas si t'es marrant, tu sais rien finalement. Tu sais, tu tâtonnes, t'essayes, et tu rencontres des gens, t'apprends. Et ouais, je crois que tu sais, il n'y a pas de chemin tracé, quoi. Chacun a sa petite route. Et... Après, ça s'est enchaîné. Tu as intégré la troupe du Comedy Club. Ouais. Tu as ton premier. Est-ce qu'on peut appeler ton premier spectacle bien sûr. Oui, je le qualifie comme mon premier spectacle. Ton premier spectacle que tu as joué au Comedy Club. Il n'y avait pas de nom, il s'appelait juste Jason Brokers. Si, ça s'appelait Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais, d'accord. Et oui, je dis pas que j'en suis fier, mais je suis pas fier, quoi. Je l'ai fait, et c'était une belle aventure, et c'était très cool. Et après... Parle-nous un peu du cheminement du début du stand-up jusqu'au premier spectacle. C'est long, c'est dur. Ça a été long, oui et non. Moi, j'ai commencé en 2013. Premier spectacle, je crois que c'est 2015. Donc c'est court, finalement. C'est trop court, je pense. Je pense que je l'ai fait trop tôt, ce spectacle. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai joué très peu. Mais oui, c'est plein de... Enfin, c'est petit à petit, tu te dis, bah tiens, j'ai 5 minutes, tiens, j'ai 10 minutes, tiens, j'ai 40 minutes. Bah vas-y, je crois que j'ai un spectacle. Et c'est ça que tu te dis au début. Je sais pas si c'est la bonne manière de voir le truc. Je suis exactement à la même période là, en ce moment. Mais ça se fait naturellement, quoi. À un moment, tu dis, bah je crois qu'il faut y aller. Mais je crois que avec le recul, je sais pas si je l'aurais fait. Peut-être que j'aurais attendu plus longtemps. Pourquoi ? Pour être plus prêt. Parce que c'était bien. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour un humoriste de passer par là pour se rendre compte ? Bah même autre que pour les humoristes, dans la vie, il faut se tromper, quoi. Tant que tu fais des trucs, c'est bien. Fais, et tu vas te tromper, puis tu vas apprendre, et puis c'est pas grave en soi, hein, parce qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, bien sûr. Le spectacle s'est bien passé, c'était bien, il y avait du monde dans la salle. C'est juste une satisfaction personnelle. Ouais, c'est ça, c'est juste encore une fois pour essayer d'être meilleur, quoi. Mais avec le recul, je crois que j'aurais plus attendu, ouais. Pourquoi ? Pour être plus fort, quoi. Même aujourd'hui, encore des fois, je me dis, putain, j'aimerais bien ne pas avoir de spectacle, ne pas avoir, entre guillemets, ne pas être connu pour que je sois dans mon coin, je bosse, et dès que je suis prêt, je dis, voilà. Mais je crois que ça fait partie du truc, quoi, parce que... T'es obligé de jouer. T'es obligé, ouais. On est obligé de face au public. Moi, je sais pas si ça te le fait des fois, mais quand je teste un truc, quand je joue un truc, et il y a un public qui rit à moitié, et je dis, mais c'est le début. Attendez. Mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et les gens, ils vont te juger sur ce qu'ils voient, les gens. Ils n'en ont rien à foutre, les gens. Et le pire, c'est qu'eux, ils te redonnent quasiment pas de chance. Bah tu vois ce que je veux dire ? non, Bon, on l'a vu. Ouais, c'est ça, pour nous, on vient. C'est ça. On a payé. C'est ça. On a pris notre conso. Mais c'est sûr. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont vu il y a 5 ans, que peut-être il y a des amis qui disent, ah, regarde, ah non, lui, il est nul. Tu m'as vu il y a 5 ans. Tu vois, mais c'est comme ça. Hein, mais ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait partie du truc, et il faut être fier, quoi. Il faut être fier faut être cohérent, en fait, avec toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette période, troupe du Comedy Club, spectacle au Comedy Club, etc. Des barres de rire. Ouais. On a vraiment rigolé, on était une putain d'équipe. Avec Alban, Fadili, Younes Bambi, Foudil, c'était Farid Chamek, c'était Nick Moukoko. On a vraiment rigolé, quoi. En tournée, c'était avec Ismaël Savané, évidemment, Isma. On a vraiment rigolé. La tournée, c'était des vacances. C'était, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on rigolait.
Et pareil, t'apprends, t'avais des mecs qui avaient de la bouteille comme Alban et Foudil, t'apprends quoi. Foudil, il retournait toutes les salles. Alban, c'est Alban quoi. Alban, tu peux que regarder et dire bravo quoi. C'est le gars le plus marrant que je connais dans la vie, Alban. Et t'apprends quoi, t'apprends. Puis il y a Ismaël avec ses conseils de grand sage. Ouais. Ismaël, juste sa voix, tu l'écoutes. Il peut te dire, va manger à Subway. D'accord, c'est la meilleure chose à faire. S'il l'a dit, c'est qu'il a raison. Tu sais qu'à chaque fois que je le croise, Ismaël, je lui dis merci. Il m'a donné 2 conseils dans ma vie. Ça a changé beaucoup dans mon stand-up. Ismaël, c'est un gars qui a raison. Ouais. C'est incroyable. C'est un gars qui a raison. Il a toujours raison. On le rappelle, son poste, Ismaël, c'était directeur... À l'époque, c'est le directeur artistique de la troupe. Ouais. Ok. Et là, il bosse avec pas mal de monde en mise en scène. Et Malaba, c'est un scénariste. Ouais. Mais Ismaël, Quel conseil il a pu te donner? Ouais, tout. Mais même dans la vie, même des conseils de vie. Isma, c'est un grand sage, quoi. C'est le grand frère, quoi. Il m'a donné des tonnes des conseils. Et tu sais, tu l'écoutes, quoi. Isma, c'est le genre de mec qui parle. D'accord, je suis. Oui. Je crois que le mot que je lui ai le plus dit, c'est oui, Isma. Ouais. En tant que débutant dans le stand-up, en plus tu l'as intégré très tôt, cette troupe, alors que tu avais très peu d'expérience. Aujourd'hui, avec du recul, tu dis ah ouais, j'avais très peu d'expérience, j'ai intégré cette troupe. Mais ça t'a permis de te forger, de tester. Mais t'as joué très tôt dans des grandes salles. Qu'est-ce que ça te faisait? Très vite. Bah, c'était waouh au début. Puis en plus, il fallait jouer 15 minutes, que je n'avais pas du tout. Et très vite, tu te retrouves dans la tournée, c'était des 1500, 2000 places. Et 2000 personnes face à toi, alors que ça faisait quoi, 3 ans que je faisais ça? C'était beaucoup. Puis tous les soirs, c'était un rythme. On a fait 2 ans de tournée. Sur chaque année, il y avait 40 dates, quoi. Mais c'était cool. Il y avait Fadili aussi qui était avec moi et qui était un peu dans la même configuration que moi. Et puis on s'aidait, quoi, tu vois. On était ensemble. T'arrivais encore à tester ou c'était un truc vraiment calibré, là? Non, je testais encore, je testais toujours. Hein. Merci, je me rappelle de cette blague de frites et potatoes. Ouais. T'as beaucoup aidé celle-là. On a toujours une blague qu'on traîne pendant 2 ans, 2 ans. Bah... Après, on l'enterre. Ça a été le cas pour celle-ci. Elle est décédée, ça y est. Il y en a plein. Quand je revois mes anciennes blagues, il y en a tellement. On a tellement écrit de merde. Mais si je retombe sur mes content, il y a un truc qui a une satisfaction chez toi, c'est quand tu revois un bon humoriste, c'est quand il revoit son passage d'il y a 1 an, il regarde, il fait wow. Tu vois, il a un haut de cœur, tu vois, il a envie de... Ouais, ça fait mal, mais ça me fait rire. Moi, je me dis, tu sais, je le vois pas comme si c'était moi. Je dirais, il est mignon, le petit, tu vois. Mais c'est marrant, quoi. Écoute, il y a tout ce que j'ai fait, je crois que j'en suis plutôt fier, parce qu'au moment où je l'ai fait parce que je sentais que c'était ça que je devais faire. Et je crois que c'est ce qui compte, en fait. Cool. Si tu es cohérent avec toi au moment là, aujourd'hui, plus tard, écoute, tu le verras avec le rire dans les yeux, et puis voilà, quoi, c'est tout. On va aborder un autre sujet, une chronique de l'émission qui s'appelle Portrait Bunaimin. Ouais. C'est portrait chinois marrant. Allons-y. Tu connais un portrait chinois. Je vais te poser quelques petites questions et tu vas me répondre. Ok, allons-y. C'est parti pour le portrait chinois. Go. Jason, bienvenue. Le spectacle, 21 secondes. 21 secondes. Alors, Jason, si t'étais une salle de spectacle? L'Européen. C'était bien. C'était bien l'Européen. Yes. Si t'étais une première partie? Lenny. Ah, très fort. Lenny Munga, bah oui. Pourquoi Lenny? Parce qu'il est trop fort. Lenny, il te prend une salle et... Parce que quand tu fais un spectacle, c'est trop bien que ta première partie, elle mette dans de bonnes dispositions. Et Lenny, il met les gens bien, quoi. Il est fort, très très fort. On l'a vu sur le Bercy de Farid. Ah ouais, non, il a un niveau de rire. Je crois que c'est un de ceux qui a le niveau de rire le plus haut, quoi. Ça rigole tout le temps très fort. Donc Lenny, très fort. Si t'étais un compte Twitter, je sais que t'es un peu dans le. Ah, il y en a plein qui me font rire. Je peux en dire plusieurs? Oui, vas-y. Il y en a plein. Il y a Rebeu d'éther, Amine Mathieu, Urban, tu sais, c'est des. Ouais. Ils me font vraiment rire. Ils me font rire, ils me font rire. Et en plus, ils sont archi gentils. Je les ai vus une ou deux fois. On les a rencontrés à la soirée. Et ils sont gentils, quoi. Tu sais, t'as envie d'être ami avec eux. Si t'étais un plat de bouffe? Les spaghettis de ma mère. Ah ouais? Ah ouais, mon gars. Faut que tu goûtes. En plus, rappelle-toi, tu m'avais invité. Ouais, mais oui, mais. Et j'ai pas pu venir. Mais faut que tu manges ça, frère. Prochaine fois que ma mère vient à la maison. Elles ont quoi de spécial? Je sais pas ce qu'elle met dedans, j'ai essayé de les reproduire, mais c'est impossible. Je sais pas comment elle fait. Du zam-zam. Ouais, je sais pas ce qu'elle fait, mais fabuleux. Et tiens, j'ai une dernière question. Si t'étais un méchant? Si j'étais un méchant? Waouh. Le méchant dans la saison 1 de Fargo.
Ok, j'ai pas vu. Magnifique. Il est tellement premier degré, ça me fait Comment il rire. s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, Je vais checker ça. mais il est marrant, faut que tu ailles voir ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il est premier degré. D'accord. Il me fait rire parce qu'il est vraiment premier degré. Tu sais, il dit aux gens, bah, je vais te tuer. Et puis il les tue, quoi. C'est du diesel, au fait. Ça me fait rire, en fait. Mais Le en premier degré, ça me termine. D'accord. Bah, écoute, c'est la fin de ce portrait chinois. On va enchaîner sur d'autres questions. Allons-y. C'est la dernière chronique de l'émission. C'est devine qui t'a posé la question. Vas-y. Ok, c'est des copains humoristes qui t'ont posé Ok. des questions. Ok. Et tu dois deviner qui c'est. Tu dois d'abord répondre. Enfin, tu dois Ok, répondre à la t'inquiète. question Ok, et ça deviner. Ouais, dans l'ordre. Comment ça va? Ça va très très bien, merci. Panayotis? Non. Alban Ivanov. Alban Ivanov. C'est bizarre parce que si t'avais dit un gros mot, Ouais. j'aurais su que c'était lui. Je te jure. Si et t'avais je- dit comment ça genre- va enculer, j'aurais dit bah c'est Alban ça. Là c'est trop poli. D'où il est poli lui? Et je te jure, j'envoie un message sur Insta, je lui dis vas-y, je reçois Jason, je sais que vous avez bossé ensemble et que tu l'as aidé sur plein de choses, t'as pas une question à lui poser? Il me dit je viens de me réveiller, j'ai rien. J'ai dit mais pose une question, vas-y. Il me dit comment ça va? J'ai dit je te jure, je vais poser une question. Il a rigolé, j'ai dit c'est parti. Alban, Je sais qu'il t'a beaucoup aidé, surtout bah sur oui. le déclic de devenir toi-même sur Ah ouais, scène. Tu Alban, nous racontes un peu? Ouais, bah, c'était quand on était en tournée avec la troupe et tu sais, avant j'avais un personnage. Déjà, j'avais un personnage. Quelle erreur! Ouais. Et lui, il m'a dit, ouais, c'est marrant parce que tu sais, on se regarde pas toujours. C'est une protection un peu. C'est une protection, bien sûr. Tu commences. Et lui, un soir, il me dit, ouais, c'est bien. Parce qu'il me regarde sur scène, il me fait, ouais, c'est bien, c'est marrant, mais là, je vois pas le mec avec qui je rigole toute la journée parce qu'on vraiment on rigolait tout le temps. Et il me dit, ça que je veux voir sur scène, moi, parce que c'est ça que t'es, quoi. Et je dis, bah ouais, en fait. Et puis après, j'ai décidé de l'écouter. D'enterrer ton perso et. Ouais, c'est ça. Ça a été dur d'arriver à. Non, ça a été toi-même une libération. Mhm. Ça a été vraiment, waouh! Tu t'es senti largement ah, mieux ouais, sur scène. ouais. Ah ouais, ouais. J'arrive à le réveiller par moments, Ouais. moi ce côté-là. Il faut, mon gars. Mais j'ai du mal. Tu vois, c'est comme les arts martiaux. T'as du mal à maîtriser bien un sûr. truc, tu vois. Mais c'est encore Parce une fois, qu'au moindre rire qui est pas, je sais pas, à ta convenance, Ça tu te te touche. caches derrière un Bah perso, ouais, tu vois, bah direct en mode c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Bah ouais, alors que c'est pas grave en vrai. Ok. Ouais. Question suivante. C'est quand la dernière fois que tu t'es rasé le crâne? Panayotis. Automatique. Bah oui. Parce que Panayotis, il a un pouvoir qui n'en est pas un d'ailleurs, je te jure. Il est trop beau lui. Hein. Non mais en vrai, Pana, je suis vraiment jaloux de lui. Il est vraiment beau cet enfoiré. C'est pas le mec le plus beau de France. Et Pana, il a un pouvoir qui n'en est vraiment pas un. Ouais. C'est que je te jure, à chaque fois qu'il me voit, c'est-à-dire tout le temps, il me touche le crâne et il fait hier vers 14h. Et je te jure, il a toujours bon. Mais non. Il arrive à savoir quand je me suis rasé le crâne. C'est ouf. C'est n'importe quoi. Tout à l'heure, je te disais que certains te considéraient comme un puncher. C'est Panayotis qui m'a sorti ça. Il dit que tu fais partie de ceux qui ont le mieux compris une blague. La formulation, quand ça commence, quand ça termine. Et tu l'as beaucoup aidé parce que tu l'aides. Ouais, bah, Quand lui il s'est aussi, lancé. c'est- Et il te considère comme son parrain du stand-up Mhm. avec tous ses tontons. Bah, c'est Ouais, ouais, avec ouais. Farid. Bah, tout ça. Ça, c'est l'équipe Tous. de Panayotis. Farid, D'accord. Adib et moi, on bosse tous avec Panayotis. Et Panayotis, tu mets aussi du sel dans son. dans Ouais, son c'est texte. ça. Mais Panayotis, il a besoin de. Alors, lui, pour le coup, Ouais. lui, le mot, c'est brillant. Ouais. Parce il progresse à une vitesse, il comprend tout. Il est. J'ai vu son premier labo, c'est moi qui l'ai mis sur le labo. Et là, je regarde, j'ai mis. Il est passé par quelle route celui-là? Non, mais c'est Il va trop vite, il comprend vite. très brillant. Ouais. Mais il sait ce qu'il veut, il sait comment l'avoir. Puis c'est un gars bien, quoi. Tu vois, il a un bon fond, il est vraiment motivé par les bonnes choses. Ouais. Il est sain, quoi, dans sa manière de travailler. Un genre bien. Ah ouais, c'est un genre très très bien, ouais. On l'aime beaucoup, ouais. Dernière question, on se rejoint au bureau? Djibo. Ça, c'est Djibo. Parce que. Il est con, parce que Djibo, on joue dans le même théâtre. Ouais. Et puis la journée, on s'appelle parfois. Bah, on se rejoint au bureau, tu sais. Et puis le soir, on arrive au bureau et puis on discute. Et puis voilà, Djibo, c'est. Bah, Djibo, j'aime pas. Est-ce que j'ai besoin de parler de Djibo? Dis-moi. Est-ce que j'ai besoin de parler Il y a de Djibo? peut-être un tout petit truc qu'on peut ajouter sur Jimo, c'est qu'aujourd'hui, tu as ouvert, tu es un peu dans la dimension de la production. Avec Farid, tu as un petit peu, Pas tant que ça. pas tant que ça. Non, on est collègues. En fait, on est une équipe, quoi. Ok. Enfin, Tu as Farid et moi, créé on un est- collectif, Ouais, c'est ça. histoire d'aider les copains humoristes ou de s'aider soi-même à s'élever, C'est ça. C'est vraiment faire par nos propres moyens. Et on bosse avec des gens, Mathilde et Geoffrey, qui, eux, pour le coup, savent Bisous. faire ce travail de production que nous, on ne sait pas faire et qu'on prétend pas faire et qu'on n'a pas envie de faire. Mais on est ensemble, quoi. C'est vraiment un truc de... Quel est ton rôle, toi, dans tout ça? Un copain, quoi. Ouais. Moi, dans cette structure, j'ai le même rôle que Jimo, le même rôle que Lenny, le même rôle que Farid. Tu sais, c'est vraiment... on veut faire un truc ensemble, quoi, tu vois. Et vas-y, bah viens, on le fait ensemble, quoi. C'est juste ça, en fait. Ça part vraiment de ça. Il se dit, bah viens, on le fait ensemble. Viens, on fait ce truc ensemble, on avance. Et c'est vraiment très, très cool de bosser comme ça parce que c'est léger, quoi, tu vois. Mm. On n'a pas ce poids de producteur, de machin. On est juste...
Dès que tu as besoin de quelque chose, t'appelles ton gars ou t'appelles Mathilde, t'appelles Geoffrey, t'appelles Farid, t'appelles Lenny. Et on a ce truc de... Ça revient team, quoi. Voilà, ça revient au truc de venez les humoristes, on s'élève ensemble. Ouais, c'est ça. Toi, ouais, t'es c'est pas ça. dans la compétition. Moi, Bah non, bêtement, pas du tout. avant, je pensais que. En fait, je pensais un peu dans le délire où, ouais, il faut que j'arrive. Mais au fait, pas dans le sens méchant, dans le sens positif où Ouais, bien sûr. tout le monde a marché et ça me Bien motive sûr. à tout défoncer. Mais c'est normal Il y a c'est certains normal. humoristes qui le voient d'autres manières en mode Mhm. c'est une compétition, je veux pas qu'ils réussissent, etc. Mais je comprends les gens qui bossent comme ça, qui sont motivés par ça. C'est juste que y a de la place pour tout le monde, quoi. On fait tous le même travail. On essaie tous de le faire à peu près bien. Donc, moi, j'ai pas d'ennemis, quoi. Soit on est ensemble et c'est très bien, soit fais ta vie et puis tant mieux, quoi. Mais c'est pas une course, quoi. Chacun sa route. Il y en a, ça prend 10 ans, il y en a, ça prend 5 ans, il y en a, ça prendra 20 ans. On s'en fout, quoi. On s'en fout complètement. c'est Tant que stand-up. tant que t'es heureux dans ce que tu fais, fais, et puis advienne que pourra. Qu'est-ce que Bah je te écoute, dise. c'est une très belle conclusion, frérot. Je suis Ouais. très content d'avoir fait cette émission avec toi. Eh ben, moi aussi. Courez, allez voir Jason Alassigal à la fin du mois. Le 31 octobre. Bien sûr. Venez. Ça va être marrant, ça va être top. Et il y aura Soulo, qui sera là. ouais. Ah, T'as je sais pas intérêt dire. de... Si, tu vas être là. Oui. Il y aura Soulo qui sera là. Parce que ma fille. Non. Ramène-la ta fille si tu veux, mais sois là. Ouais, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, allez voir Jason. C'était Solo avec Sulo. Je remercie Anthony, je remercie Cyril qui m'ont aidé à la préparation de l'émission. Je remercie aussi Thomas. Merci à tous. C'était la C'était troisième Solo de la saison. Encore merci Jason. Merci à toi. Merci à la France. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Takampedo e mi ero yai mum